Shame the past. Shame the past. Il faut dénigrer le passé. C'est la nouvelle mode dans l'époque qu'on vit. Vous allez me dire que c'est pas nouveau. Euh, Chaque génération, il y a des guerres de génération, il y en a toujours eu et ça ne changera jamais ou quelque chose comme ça. Oui, je peux comprendre un peu ça, mais j'ai remarqué qu'il y a une petite tendance quand même différente un peu par rapport à ce que je vois. On va dire depuis les millennials et depuis les Gen Z. Même si je ne mettrais pas tout le monde dans le même sac. On a une tendance à dénigrer, dénigrer la valeur des choses qui ont été faites dans le passé. En disant non, ce qui a été fait dans le passé, c'était dans un contexte qui permettait à ce que les gens là qui ont réussi ces prouesses là ont en gros, c'était parfois ça fait croire que c'est comme si c'était c'était plus facile avant. Souvent, j'écoute souvent les gens. Quand tu vois des gens, je parle dans un domaine sur le basket, te dire que euh, je sais pas, on te manque de respect à Karim Abdul-Jabbar, on te manque de respect à des Magic Johnson. Tu vois les gens ce bon beau matin te dire que ouais, Stephen Curry est le meilleur meneur de jeu de l'histoire devant Magic Johnson et après tu regardes, tu dis mais attends, Stephen Curry ne joue même pas meneur de jeu quand vous regardez le truc. Oui, il a une courte taille et haute et tout, il dribble et il shoot, mais il n'est pas un meneur de jeu. Celui qui fait le truc de meneur de jeu dans l'équipe de Golden State, ça a toujours été Draymond Green, c'est lui qui pose le système. Stephen Curry n'est pas un gars qui pose le système. Il joue toujours off the ball dans le style qu'il a un peu piqué chez Reggie Miller. Le off ball, là. C'est beaucoup Reggie Miller qui m'a fait ça. Il a piqué ça chez Reggie Miller. Un truc aussi que tu pouvais voir chez Rip Hamilton. Et il a développé, oui, son tir à 3 points qui est un talent naturel qu'il a. Absolutely. Right? Absolutely. So when you define the position of point guard, you know, this is an era where they say we are positionless. But then you want to say, okay, well, he's a point guard, he's not a point guard. So let me just tell you what the way I think about point guards. On the Golden State Warriors, you are the point guard. You have more assists than Steph. You bring the ball up, you initiate the offense, you set the defense, you run the show. Steph comes off screens, he catches and he shoots, and he's one of the greatest shooters ever. And what he's been able to do for this generation of play, and the way he's won with it, keyword, the way he's won with it, has been Excessivement bien encore travaillé, mais aussi il a ajouté une palette un peu de handle comme un de ses héros aussi, ça les gens ne s'en rendent pas compte, un des héros aussi de Stephen Curry, c'est Allen Iverson. Il a pratiqué les handles, plus le shoot, plus le off-ball. C'est pour ça qu'il a un peu un style hybride qu'on a rarement vu dans l'histoire du truc. C'est 3 points, off-ball, handle. C'est très rare ça. Le jeu off-ball de Stephen Curry a poussé le délit d'origine à un autre niveau. Il joue pas meilleur du jeu. Ne le comparez pas à Magic Johnson parce que Magic Johnson c'est quelqu'un qui pose le système. C'est lui qui pose le système qui dit bah tu vas là-bas. Stephen Curry là-bas. Vous sautez même Isaiah Thomas. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas est un meilleur meneur de jeu que Stephen Curry. Stephen Curry n'est pas un meneur de jeu, mais Isaiah Thomas est un meneur de jeu. Et en plus, Stephen Curry et Isaiah Thomas pouvaient faire ce que Stephen Curry fait. S'il voulait. Parfois, il y avait des matchs où Isaiah Thomas pouvait te planter 50 points ou tout et tout. Non, et pour gagner, il avait dit non, 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 c'est pas ça qui permet de gagner. Il faut que j'amène toute l'équipe. Et tout. Allez, c'est Asia qui posait le système. Vous sautez même Magic Johnson. C'est vrai que pour Magic Johnson, vous parlez, vous sautez Asia. Donc, pour revenir à mon sujet, même si c'était pas très loin de ce que je vais dire, on insulte le passé. Alors que le passé
on peut apprendre du passé, surtout avec, comment on appelle ça, toutes les ressources qu'on a maintenant. La ressource Internet. On n'a plus besoin d'aller dans des bibliothèques. La bibliothèque, elle est là 24 heures sur 24. Et le passé apprend beaucoup sur le présent qu'on vit et permet aussi d'anticiper l'avenir. Quand les gens me disent souvent, tu avais vu ça, c'est pourquoi? Parce que je regarde des situations similaires que j'ai vues dans le passé. Les mêmes causes provoquent les mêmes effets. Tu dis, quand tu as déjà vu cette cause-là qui a provoqué cet effet-là, cette conséquence-là, tu sais que, ah, ils sont en train de prendre la même voie que j'ai déjà vue là et ça va se casser les dents là, comme ça. Parce que tu étudies ce qui s'est fait avant. Et c'est important d'étudier les gens qui sont venus avant toi parce qu'ils ont posé des briques qui permettent à ce que toi, tu peux aller encore plus loin. Moi, j'ai jamais été, même étant jeune, hein, quelqu'un qui néglige le passé. Peut-être parce que peut-être je suis un peu plus différent. Moi, j'ai été toujours quelqu'un qui romantise un peu trop le passé. Je dois avouer que moi, c'est un peu trop l'inverse. Je romantise un passé que j'ai pas vécu. Alors que tout n'était pas forcément rose dans le passé. Tout n'était pas forcément beau. Il y avait aussi les propres problématiques du passé qui étaient parfois même dures. Les vivre dans le passé, c'était même dur. Avoir accès à l'information, avoir accès à beaucoup de choses, c'était pas quoi, c'était pas facile. Pour faire de la musique dans le passé, c'était compliqué. Il fallait que, tu dois apprendre à avoir un véritable talent, tu dois apprendre à jouer d'un instrument, tu dois chercher à être pris dans un studio. C'était un parcours du combattant. Maintenant, un mec qui est dans sa chambre, il a Fruity Loops, il a truc, un peu d'ingéniosité, il a des plateformes comme ça en cloud. Bandcamp, Apple ou Spotify, même si j'estime toujours que Apple et Spotify sont des voleurs, pour pouvoir permettre à avoir une audience sans pour autant développer ça de manière organique, quoi. Ah, il n'y avait pas ça. On a ça maintenant. Moi, je dis tout le monde peut devenir artiste aujourd'hui, hein. La preuve en est. Tu as Fruity Loops, tu as truc, tu apprends Fruity Loops, tu fais truc, deux, trois trucs et c'est fini. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Donc, vous ne pouvez pas me dire que qu'il faut négliger tout ce qui s'est fait dans le passé. Et j'ai remarqué ça. Mais je parle dans les domaines un peu de foot, de basket, dans tous les domaines que je vois un peu, il y a beaucoup ça. Ah non, euh, les records de Pelé ne vaut rien et tout parce que les défenses n'étaient pas si trucs que ça. J'ai envie de dire aux gars, mais vous voyez les coups que Pelé prenait et on ne sifflait pas. Des coups de coude, les trucs et autres et tout. Il y avait une époque où il n'y avait pas de carton rouge avant. Tu pouvais être là et autres, tous les gens te savatent, te cassent de trucs et autres et tout. On ne sifflait pas. Ouais, les mecs et autres et tout. Et ils étaient pas, les matchs sont lents. Les matchs sont lents, là, parce que, ouais, c'est pas question de rapidité, mais et regarde les gars, là, tu dis oui, c'était lent. Mais parce que, il y avait une sorte de tempo dans le match. Tout le match et autres et tout. Parce que comme on est dans la société zapping, il faut que tout claque et tout. On pouvait comprendre que dans les moments de match, il y a tu vois, des zones creuses, des zones trucs. Ah, les joueurs avant, ils n'étaient pas forcément athlétiques, rapides et autres et tout. Les joueurs avant étaient peut-être pas, n'a pas le niveau d'athlétisme parce qu'il n'y avait pas la technologie qui s'est améliorée maintenant pour ça. Et en plus, les mecs étaient beaucoup plus techniques. Les mecs étaient beaucoup plus techniques dans le passé que maintenant. Basket comme foot. T'es beaucoup plus technique. Quand tu regardes un attaquant comme Michael Owen, et tu checkes un attaquant comme Haaland, ils font pas le même métier. Ils font littéralement pas le même métier. Respect à Haaland, hein. Ils font pas le même métier. Haaland est une version améliorée de Michu. Michu était un attaquant racé, puissant et haut et tout. Gaucher, Haaland est une version améliorée de ça. Avant des gars, avant quand tu étais
comme Haaland, tu étais Michou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Avant, quand tu avais le truc comme Haaland A, tu étais Michou dans la sphère footballistique. Tu étais dans la dimension d'un Michou. Tu n'étais pas Haaland parmi les meilleurs joueurs du monde comme je vois là. Il y a un vrai problème de technique. Il y a même un autre truc que j'ai vu en haut info sport là. Où sont les numéros 9? Il n'y a plus de numéro 9 dans le foot. Il n'y a presque plus. Les avancées purs, il n'y en a pas. Il y a les comptes de foot a fait un sujet sur ça. Des numéros 10, il n'y en a plus. C'est pareil. Dans la musique, vous voyez le travail avec les vrais instruments, les vrais orchestres, tout, est, comment on appelle ça, est changé par rapport au travail un peu organique avec, pas organique, mais un peu sur l'ordinateur avec comment on appelle ça, des trucs de Fruity Loops et du beatmaking de base. Alors qu'avant, fallait que tu aies un orchestre, fallait que tu aies un truc, il y avait des guitaristes, des musiciens, des saxophonistes et autres et tout. C'est pour ça que les musiques d'avant sonnent encore parfaitement. Tu écoutes un album de Jane Page ou un album de Lisa Stanfield, l'orchestration, ou bien des orchestrations de David Foster. Aujourd'hui, tu dis, mais ça n'a pas pris une ride. Ça n'a pas pris une ride parce qu'il y a une orchestration importante. Il y a de la musique. La musique là est organique. C'est pas triché. Tu écoutes Pink Floyd, Dark Side of Moon et Echo The Wall et autres et tout, ça passe. Je dis, mais c'est pas possible, ça n'a pas pris une ride. Je vous donne le défi, si vous allez écouter, je respecte Playboy Cartier un peu et son album Wall d'Arrête. J'avais fait un sujet sur ça dans la poche, mais je vous donne le défi de voir si des musiques de Chris Brown ou des musiques de Playboy Cartier pourront durer 100 ans, 200 ans comme ça. Pendant 30 ans, 4 ans, on écoutera ça de la même manière. Je vous donne le défi de voir des mecs, je sais pas quel artiste, hein, je sais pas, les productions de Ken Carson devant les compositions d'un mec comme Jean-Claude Vanier ou des compositions de Barry White hein, avec Jane Page, puisque c'était les deux qui travaillaient ensemble. Je vous, de- je, j'essaie de essayer de voir si ça va durer de la même manière. On écoute toujours les Temptations et les The Miracles de Smokey Robinson. Hein. Ça a les 200 millions de vues sur Spotify. Ce que je veux dire par là, c'est que la musique les choses qui ont été créées par le passé sont parfois bénéfiques et autres et tout. Et c'est pour les Gen Z que j'ai envie de mettre ça. Il y a beaucoup de Gen Z qui sont fans de le passé. Je parle avec Zanzu, le gars que vous voyez là apparaître là tous les jours. C'est quelqu'un qui étudie, fait le travail d'ingénieur de son là-bas à Liverpool. Il étudie le passé tout le temps. On est tout le temps en train de discuter le passé. Moi, j'étudie un passé que je connais pas. Vous voyez, je vous ai fait un sujet sur Ida Lupino là. Vous croyez que j'ai découvert, je suis né à l'époque de Ida Lupino? Non. Là, l'autre gars que vous voyez sur le truc là-bas, il s'appelle Eboa Lotan. C'est parce que mon père aimait, c'est un artiste camerounais très important chez nous. C'est grâce à mon père, parce que mon père avait les cassettes de ce gars-là. Et quand j'ai grandi, j'ai dit, je veux comprendre maintenant la musique de ce gars-là. Et je me suis rendu compte que c'est génial. Eboa Lotan, c'est l'équivalent un peu de notre Bob Dylan, ce mec. Je suis rendu compte du génie de ce mec. Ne dénigrez pas le passé, les gars. Ne dénigrez pas le passé. Il y a beaucoup de choses et autres et tout qui ont été faites avant. Regardez-le, inspirez-vous et apporter de nouvelles règles. Moi, je suis pas seulement fermé sur le passé et je regarde pas le futur. Il y a des jeux trucs qui, à Bandcamp, il y a toujours des jeunes artistes qui sont super intéressants. C'est ceux qui sont le moins écoutés, mais ils sont super intéressants. Il n'y a pas que du mauvais dans les nouveaux codes, mais c'est seulement que j'aime pas quand on casse, on veut détruire ce qui a été fait avant. C'est ça mon problème.
Je vais vous prendre un peu des exemples. Je vais prendre dans le hip-hop, par exemple. Vous avez des personnages un peu dans le hip-hop dans les années 2008, 2009, 2010 qui sont un peu sortis. Je vais prendre Blackie, je vais prendre Ted Clips, je vais prendre Moody Black, je vais prendre JPEG Mafia, je vais prendre Buzz Driver. Buzz Driver, bon, c'était même encore plus tout. Je vais prendre un peu tous ces gars-là. On pourrait se dire que, oh, ces gars-là cassent la tradition du hip-hop. Eh ben, moi, non. Ils ne cassent pas la tradition. Ils la révolutionnent, ils l'expérimentent et ils la poussent plus loin. Pourquoi? Ils ne cassent pas l'essence de ce qu'est le hip-hop. Il la propose une meilleure, une avancée encore beaucoup plus radicale dans ce genre musical. Quand tu écoutes Blackie, c'est vraiment, ou JPEG Mafia ou autre et tout. Quand tu écoutes le thème, tu dis non, il parle comme les Ice Cube. Il hurle le truc sur la politique, il hurle le truc, il hurle un peu sur ce qu'il voit dans la société américaine, mais la forme qu'il utilise, c'est une forme qui se rapproche en même temps du hip-hop et en même temps de la musique punk. Il prend les deux. Idem pour JPEG Mafia. JPEG Mafia, dans une interview, vous dit qu'il écoutait Ice Cube, comme vous voyez là. Um, Ice Cube is a lot of things for a lot of different people, but for me, Ice Cube attacked a specific kind of racism in a way that was just like ground level. Il dit qu'il écoutait Ice Cube pour apprendre à dire les mêmes mots comme Ice Cube, que America Keke Most Wanted a été important pour lui. Ils ne sont pas en train de triturer la nature. Ils l'expérimentent pour la porter dans une autre dimension encore, pour qu'elle devienne ce qu'elle était à son essence encore, quelque chose de dangereux. Quand le hip-hop est venu et a fait euh, son émergence un peu dans les années 70, elle était d'abord festive, Cool Herc, etc., Jocko Anderson et tous ces gars-là. Et après, elle est devenue beaucoup plus sociale, politique et dangereuse pour l'établissement, qui a dû essayer un peu de manœuvrer pour qu'elle devienne un peu beaucoup plus potable, un peu pour les, 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 les- les audiences blanches et mettre un peu beaucoup plus de trucs un peu gentrifiés. Ça arrive tout le temps. Le jazz a vécu ça. Le jazz dérangeait l'établissement. Pourquoi le jazz, c'était trop de liberté? Ah non, 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 ils vont rendre, c'est ce qu'on disait sur le jazz, hein. On disait que le jazz va rendre nos enfants comme des sauvages. C'est ce qu'on disait sur le jazz. Voilà ce qu'on disait sur le jazz. Vous sortez les articles, on disait ça sur le jazz. Le jazz, le blues et autres et tout. Ah, tout, ça se fait même une parenthèse. Chaque truc que les négros ont créé, on a toujours eu peur. Toujours. Chaque truc que les négros ont eu peur, on a eu toujours eu peur. Et après, les blancs ont récupéré, ils ont commencé à gentrifier le truc et à se faire les sous avec. Mais chaque fois que à la base on crée un truc, que les néons ont créé un truc, ça fait peur. Le hip-hop, dans le, vous connaissez NW, vous connaissez Public Enemy, Fight the Power est une son qui a fait chier haute. Le- Certains éléments de l'album Tupacalypse Now, je vous ai sorti ça sur le sujet de Tupacalypse Now, que je vous ai fait Dale Kay, le vice-président. C'est Dan Kay, je pense, le vice-président américain de l'époque, parce qu'il y avait l'incident de ce jeune qui avait au Texas, qui, je sais pas, avait assassiné un policier et on l'a retrouvé le CD de Tupacalypse Now dans sa voiture en disant que, ouais, le truc a influencé mais c'était dangereux pour les mecs. Le temps passant, le hip-hop a perdu un peu ce côté dangereux et investigatif. Ceux qui le gardent, ce sont ceux gars qui ont des années 2000, la noise hop là, qui rend encore le hip-hop dangereux. Quand je vois JPEG Mafia, tout pour moi, me rappelle Kenny West dans la production, dans son expérimentation, mais dans l'expression et autres, et tout, il me rappelle des gars comme Ice Cube. C'est ce qu'on aime voir. Black, c'est très avant-gardiste dans le son, mais c'est très direct dans le message. Dead Grips, pareil. Moody Black, pareil. Denzel Curry, pareil. C'est pour ça que
Je ne dis pas, c'est des gars qui comprennent la tradition du hip-hop, mais qui la révolutionnent. C'est tout l'inverse de Drake. Drake comprend la tradition du hip-hop, mais il sait qu'il ne peut pas filer dans cette tradition-là. Il a essayé de changer les narratives, la narrative de comment est perçu le hip-hop pour plaire à une jeune audience et permettre à ce que cette jeune audience-là ne comprenne pas les rudiments du délire. C'est la même chose que LeBron James a fait un peu avec le basket, la NBA, le basket. Il a essayé de changer les codes médiatiques, il a compris le pouvoir des médias parce que oui, c'est vrai, Jordan contrôlait les médias à son époque. Et il a décidé aussi d'avoir aussi une main mise sur les médias, mais il a su qu'il ne pouvait pas le passer par les médias traditionnels parce qu'ils sont trop vendus à Jordan. Il est passé par Internet, les streamers, les créations de podcasts, pas forcément les créations de podcasts. Quand il a créé de Shop, c'était déjà ça qu'il avait en tête. The Decision est le truc qui a changé la NBA pour tout jamais parce que c'est là où on a vu un joueur prendre son destin en main, faire sa propre communication, faire sa propre truc. Ça a inspiré les podcasts que vous voyez là maintenant, le Decision. Sans de Decision, je ne suis pas sûr qu'il y a les podcasts que vous voyez là avec les joueurs de basket, hein. C'est de Decision qui a créé ça. Ça a complètement cassé les narratifs et ça permet maintenant à réduire une autre audience sans passer par les trucs. C'est comme ça, c'est LeBron James qui contrôle la narrative médiatique. LeBron James et toute son équipe contrôlent la narrative médiatique sur comment elle perçoit le basket maintenant. Et les gars qui étaient dans les anciens médias et autres, tout, parce qu'ils n'étaient pas soldats avec LeBron James, sont un peu saltis, ils disent à Jordan et notre gars. Et LeBron James a cassé beaucoup les codes. C'est pour ça qu'il a envie de certaines narratives là. Oui, je suis parti en 10 fois en finale. Euh, j'ai gagné dans 4 équipes, c'est 3 équipes, une, deux, trois équipes différentes où j'étais toujours MVP. Je suis le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA alors qu'on prédisait que je n'étais pas vraiment un scoreur. Donc, il a su, à travers des trucs, faire en sorte que comme on parle de Michael Jordan, ce n'est plus une évidence de le toucher comme, c'est-à-dire on le voit intouchable. Sa force, c'est d'avoir concurrencé médiatiquement et autres là. Que vous l'acceptez ou pas, que vous le validez ou pas, LeBron James a eu ce génie-là, lui et son équipe, Dallas, comment il s'appelle? Maverick Carter et Rich Paul, d'avoir su contrôler médiatiquement un peu le discours un peu en NBA, de telle sorte maintenant que quand vous parlez de Jordan, le nom de LeBron sera à côté, au moins. Et je ne dis pas que c'est forcément vrai de dire que oh, LeBron et Jordan sont dans le même truc, mais j'ai dit la réussite médiatique de la propagande médiatique qui a été faite là, franchement, c'est ça. Pour les jeunes générations, LeBron est le dieu, hein. Il y a beaucoup de gens de la jeune génération. Et maintenant, il y a une autre génération aussi. Je pense que globalement, Stephen Curry a beaucoup plus d'impact que LeBron. Mais pour des générations qui sont après 2098 et tout, LeBron est le gars, hein. Je vais vous prendre un exemple. Il y avait ces vidéos-là. C'est même la seule fois où je l'écoute quand il est intéressant là. Alexis Chance, là, que vous voyez là. Je l'écoute pas sur ces conneries-là. J'écoute rien de ces histoires-là. Mais sur le basket, j'écoute beaucoup ce mec. Il a les belles analyses de basket. Lui et tout son crew, là. Mister Paris, autour du, comment il s'appelle encore l'autre gars, là, qui s'est fait humilier par Katsena, la Strikergram. Moi, je les écoute pas quand ils font leurs bêtises, là. Moi, je les écoute quand ils parlent de basket parce que c'est tous des anciens basketteurs qui ont plus ou moins joué en pro, en France. Plus ou moins. Avec Isaac Maembo, comme son vrai nom l'indique, il a été pro. Et je les voyais un peu faire un peu un débriefing un peu du match France-États-Unis et tout. Et tu les voyais, ils te disaient que LeBron James, c'est leur GOAT. C'est leur GOAT. C'est leur GOAT par la longévité, par le truc. C'est-à-dire, LeBron James a réussi avec son équipe et tout, de faire en sorte que faire en sorte que les jeunes générations voient LeBron James comme un truc. Jordan et autres et tout. C'est pour ça même que tu vois les gars, ils disent Jordan à son époque, il jouait avec des plombiers, des trucs, tu vois, un peu des trucs qui sont cons. Je valide pas ça. Jordan ne jouait pas avec des plombiers. Je suis désolé, hein.
Allez voir qui est Chris Mullin, allez voir qui est Mitch Richmond, allez voir qui sont tous ces gars-là et autres et tout. Allez voir dans les années 80 qui est Adrian Dantley, qui est Mark Aguirre, qui est, comment il s'appelle encore là, Sidney Moncrief, même le gars de Denver là, j'oublie souvent son nom là, et Alex English et autres et tout. C'est pas de la connerie les mecs, ces gars-là. C'était pas de la connerie. La génération que tu vois dans les années 80, là, Clyde Drexler, c'est pas de la connerie. Kenny Anders, c'est pas de la connerie. C'est pas des plombiers. C'est pas des plombiers. Faut arrêter. Karl n'est pas un plombier. Tu vois, un peu, c'est un peu ça, un peu qui me dérange un peu. Et ça, c'est le travail médiatique de LeBron d'avoir fait ça. C'est pareil. C'est comme dans le hip-hop et autres, tout manquer de respect à tout le monde. À Tupac était une industrie plante. Je sais pas quoi encore. Qu'est-ce que j'entends souvent un peu? Il y a plein de conneries que j'entends comme ça là. Drake is the GOAT parce que Drake vend plus. Comme si maintenant on juge la valeur d'un artiste de hip-hop uniquement sur sa vente. Énormément de conneries comme ça. Et je dis non. Le foot pareil. Cristiano Ronaldo est le GOAT parce que Cristiano Ronaldo, les records qu'il a fait et tout, c'était à l'époque, c'est à l'époque moderne. Pelé, on sait même pas si ces 1000 buts étaient vrais. Pelé, nanani. Maradona, il ne brillait pas en Ligue des Champions, je ne sais pas. Vous voyez un peu les narratives un peu que j'entends là, des conneries un peu. Parce que tous tes trucs, les gens te disent, ah, si tu n'as pas brillé en Ligue des Champions, tu n'es pas un joueur de foot. Tu n'es pas un grand joueur de foot. Parce que la valeur maintenant, c'est la Ligue des Champions. Alors qu'à la base, ce qui apporte la renommée d'un joueur de football, c'est l'équipe nationale et la Coupe du Monde. C'est pas les Ligues des Champions. Sinon, si les Ligues des Champions étaient si fortes que ça, des mecs comme Di Stefano seraient parlés beaucoup plus que des mecs comme Maradona ou que des mecs comme Pelé. Parce que Di Stefano en a eu 5 ou 6, je sais plus. Mais en Coupe du Monde, il n'a jamais brillé. Ou il n'a jamais eu le temps aussi de participer. La renommée d'un footballeur mondial, c'est les Coupes du Monde. Demande à Haaland, là, il a gagné une Ligue des Champions, déjà non, Haaland. Il a gagné une Ligue des Champions. Et pourquoi il n'est pas plus populaire que Mbappé encore? Mbappé, c'est 2 Coupes du Monde, mon ami. 2 Coupes du Monde. Mbappé est le joueur le plus populaire actuellement dans le football mondial. C'est Mbappé. Vous savez qui est le roi de l'époque actuellement, là? Dans le football, là? Depuis que les Messi et autres et tout deviennent le plus vieux, là. C'est Mbappé. Son truc encore au Real, là, m'a permis de comprendre que non. C'est toujours ce que j'ai vu. C'est le roi de l'époque. Celui qui est la star numéro 1 du football mondial, là, c'est Mbappé. C'est Kylian Mbappé. Et personne d'autre. Même Haaland n'est pas à la dimension de Kylian Mbappé en termes de popularité, d'impact et de trucs. Je vais même un peu checker. Je vais un parti vérifier un truc. On va regarder même sur Instagram. Sur Instagram, Haaland a combien de gars? Erling Haaland, il a 38 000 followers. Mbappé en a combien? Kylian Mbappé en a 122 millions. Son truc là a été vu 6,5 millions de fois. 12 millions sur présentation. Mbappé est l'image du football actuellement. Si vous voulez voir des jeunes joueurs là, qui est la star mondiale? C'est Kylian. C'est lui le numéro 1 dans la tête des gens. Les Américains connaissent Kylian. Erling Haaland, il n'y a pas beaucoup d'Américains qui connaissent Erling Haaland. Oui, Vinicius, certaines fois aussi, qui a réussi un peu à faire un peu avec le fait qu'il soit un peu en management avec Jay-Z et autres et tout, permet à ce qu'on connaisse quand même Vinicius. Le fait aussi que tu vois les Kardashians qui ont un business un peu avec certains joueurs du Real ou avec les trucs de Real Madrid, pas le truc de, j'ai vu le truc de caleçon là. Le truc de caleçon que Kardashian, là, il y avait Jude Bellingham qui faisait même un peu la promo de ça. C'est pour ça que tu vois Kardashian avec les gars, les enfants du Real et les Vinicius. Oui, ils arrivent à avoir un peu un nom. Mais c'est pas comme Mbappé. Mbappé, Mbappé, c'est une marque mondiale. Marque mondiale. Et qu'est-ce qu'il a donné ça? C'est pas la Ligue des Champions, il n'a jamais gagné. C'est deux prestations à Coupe du Monde parce que la Coupe du Monde, tu touches. Quand tu brilles en Coupe du Monde, tu touches tout le monde.
Tu touches tout le monde, tu touches les gens qui regardent pas le foot quotidiennement. Tu touches la sphère féminine qui regarde que les coups du monde tous les 4 ans. Tu touches même le spectateur lambda. Ah, rien compris aujourd'hui, c'est pas la Ligue des Champions, les mecs. Tu peux rapporter la Ligue des Champions. Haaland a déjà une Ligue des Champions qui a gagné ça 2 ans. Il y a 2 saisons. Qu'est-ce que ça a fait sur son impact? Pas grand-chose. Oui, sur les mains sports du foot et autres, tout, c'est une superstar dans le monde européen, dans la ligue, tout ce que tu veux. Mais mondialement, c'est pas trop ça. Mbappé, c'est marque mondiale. Les mecs ont vu la finale, là, la finale de 2022, là, ils ont tous vu ça. Après la finale de 2022, j'ai dit non, toi tu es derrière dans le pas. Oh, c'est bon. Et c'est bon, j'ai fait des sujets sur ça. La finale de 2022, là, mais vous voyez à quelle dimension ça l'a mis. Le mec arrive même dans un simple match de basket de Brooklyn et autres et tout. Et on le fait une ovation. Vous croyez que Haaland va avoir ça? On le fait une ovation, là, comme ça, là. Regardez, on le fait une ovation bêtement, comme ça, là. C'est les Coupes du Monde, les mecs. C'est les Coupes du Monde. Qu'est-ce qui a fait que Zidane, on le connaît? C'est les Coupes du Monde. Ronaldo, le Brésilien, pareil. C'est les Coupes du Monde, c'est pas les Ligues des Champions. Ronaldo n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo, maintenant, c'est un peu une exception par rapport à ça. Cristiano Ronaldo, c'est un peu une exception par rapport à ce que je veux dire. Parce que Cristiano Ronaldo, c'est vrai qu'il n'a jamais brillé en Coupe du Monde, mais Cristiano Ronaldo, il est un peu comme LeBron James aussi. Il est comme tous ces gars-là. C'est les gars qui ont révolutionné les nouveaux codes. C'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il a américanisé le football, il a su américaniser le football par ses principes. Le football moderne, pour moi, même, il est né avec ce gars-là. C'est lui qui a amené ce délire-là. Il a amené ce délire-là et il a permis de changer beaucoup de codes. Coup de côte. C'est pour ça que il a été pour moi le roi de l'époque. Cristiano Ronaldo a été le roi de ces 15-20 années. Il est toujours quand même encore le roi. Son fils, Mbappé, est là. Mais ce qui a fait que Mbappé soit là, c'est pas les champions, c'est la Coupe du Monde. Mbappé écrit une légende différente un peu. Parce que lui, il a compris que c'est pas les sélections qui deviendra épique. Je lui donne encore une Coupe du Monde, une grosse prestation, encore une troisième Coupe du Monde consécutive, et là c'est fini. Hein. Et pour moi, je le dis, avec Pelé, il est le meilleur joueur de l'histoire des Coupes du Monde. Ça, clairement. S'il y a encore une troisième mondiale de la même dimension que celle de 2022, avec une victoire à la clé, ah c'est bon. 3 finales consécutives, ah c'est bon. 3 finales consécutives, avec encore le truc. Il dépasse le record de closeux. Non, c'est littéralement, avec Pelé, égalité le meilleur joueur de l'histoire des Coupes du Monde. Égalité. Je veux même rien entendre. Hein. Parce que pour moi, il est déjà parmi les 10-5 meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est déjà parmi les 10-5 meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. À côté de Maradona, à côté de Zidane, à côté de Pelé, à côté des gars comme Klose, à côté des gars comme Ronaldo, le Brésilien. Parce qu'il n'y a pas une Coupe du Monde, il y en a deux. C'est les gars que je vous cite là, c'est les gars qui ont brillé dans deux Coupes du Monde, 3 Coupes du Monde. C'est pas des gars. Klose est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Il n'a pas brillé dans une Coupe du Monde, il en a brillé dans 3. 2002, 2006, 2010. 2014, bon, il était pas remplaçant, il était un joker de luxe, mais il a brillé dans 3 Coupes du Monde. Il est vraiment l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Top 5. Pelé, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Puis il y a Maradona. Maradona, c'est 2 Coupes du Monde, 86 et 90. Zidane, 2 Coupes du Monde. 98 et 2006. Mbappé, 2 Coupes du Monde, 2018-2022. Baggio est dans le top 10. C'est-à-dire, il est un peu en bas d'Mbappé et tout, parce que Baggio était un joker de luxe génial en 90. À 94, il a été extraordinaire. 98, il n'est pas mal. Et tout. Il est pas mal au premier tour et autres et tout, il est pas mal dans l'équipe là. Et je dis souvent, si il marque sa reprise de volée contre la France là et autres et tout, ça l'amène dans une autre dimension encore dans l'histoire des Coupes du Monde. Si sa volée là contre la France là, entre là, c'est une autre dimension qu'on raconte encore sur Roberto Baggio. C'est déjà grand, hein, mais c'est une autre dimension. Si le but à la frappe là, si vous vous rappelez de cette action là, si ça entre, c'est un autre délire qu'on raconte sur Roberto Baggio. Je le mets directement dans le top 5. Mais il est en bas du top 5.
C'est en bas du top 5. Maintenant, après, dans le top 10, c'est les gens qui ont brillé une Coupe du Monde, qui n'ont pas brillé. Mais à partir de 2 Coupes du Monde et à haut, tout, tu es dans mon top 5. Top 5. Moi, il y a Pelé, il y a Maradona, il y a Klose, il y a Mbappé et il y a Zidane. Voilà les joueurs qui ont marqué l'histoire des Coupes du Monde. Maintenant, il y en a d'autres, hein. Platini, je peux pas mettre Platini vraiment parce que Platini n'a pas, il brillait pas vraiment en Coupe du Monde. Il était correct. Platini, un peu ses Coupes du Monde, un peu, c'était un peu comme les Coupes du Monde de Totti en 2006. Excusez-moi un peu de faire cette aparté, hein. Je pense que c'est un peu bien, un peu que je sorte un peu cette réflexion-là. Totti un peu en 2006. En fait, Platini, c'était un peu comme Totti en 2006. Il venait toujours blessé. Les Coupes du Monde où Platini est venu, il est venu toujours blessé. Il n'était pas des trucs et autres, tout, et il avait toujours des performances correctes dans la Coupe du Monde. C'est à l'Euro de 84 qu'il est hors norme. Qu'il est là, il ne vient pas blessé. Il est en forme physiquement, il n'a pas de blessure autre que le gars détruit le game. Le mec vient de détruire le game là, l'Euro 84 là. Mais Platini dans les Coupes du Monde, c'était poussif. Quoi, il était toujours, venait toujours blessé. Il n'était pas à 100% de ses capacités physiques. Chaque fois. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé dans les Coupes du Monde, mais c'était tout le temps comme ça. N'empêche, tout. Par exemple, la Coupe du Monde 82, la véritable star de l'équipe de France, le meilleur joueur français, c'est Giresse. C'est pas pour rien qu'il a été deuxième au Ballon d'Or l'année dernière. C'était Alain Giresse qui était le gars. Dans la Coupe du Monde 82, c'est un peu, truc. Par exemple, maintenant, il y a aussi des gars aussi qui un peu dont les performances sont sous-cotées en Coupe du Monde. Je vais prendre un exemple un peu, c'est un mec comme Griezmann. Griezmann, pour moi, fait partie aussi des meilleurs joueurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais le problème avec Griezmann, c'est que comme il n'a pas un charisme truc ou un truc, on tend à dénigrer ce qu'il a fait. Alors que le mec a littéralement 2 Coupes du Monde de génie. Celle de 2018 et celle de 2022. 2022, il est extraordinaire. Mis à part la finale, il est extraordinaire. Je prends un autre exemple. Lothar Matthäus aussi a été génial. La Coupe du Monde 86, il est hors norme. 82, il n'est pas, il est là-bas, mais il joue pas. 86, il est hors norme. 90, alors j'en parle pas. Donc, il y a des personnages qui sont bons dans les Coupes du Monde. Et il y a des personnages qui sont bons dans, euh, il y a des joueurs qui sont bons dans les Coupes du Monde. Et c'est comme ça qu'on juge un peu les trucs. Et donc, pour revenir à mon sujet, il faut pas dénigrer le passé comme vous le faites. J'ai un peu fait une pause longue là, mais j'étais un peu sorti de mon sujet là, mais il faut pas dénigrer le passé. Passé permet d'apprendre beaucoup de choses. C'est avoir une oreille dans le passé et une oreille dans le présent et essayer d'anticiper l'avenir, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Je dis pas forcément de le romantiser. Moi, j'ai un peu un regard romantique un peu sur ces périodes-là que j'ai pas vécu. Et je trouve un peu que je le romantise parfois un peu trop. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre dans les choses qui ont été créées avant. On peut pas venir là, commencer à manquer de respect à des gens qui ont mis des briques quand il n'y en avait rien. Je ne suis pas quelqu'un comme ça là. On ne peut pas dire tu es juste un pionnier. Non, c'est un pionnier. C'est un pionnier. C'est difficile de créer quand il n'y a rien. On ne peut pas négliger des mecs comme ça. Kool Herc. Kool Herc a créé un genre musical qui a permis à ce que des générations et des générations d'Afro-Américains puissent manger maintenant. Si Kool Herc ne fait pas, on n'a pas de Jay-Z. On n'a pas des gars comme ça. On n'a pas Jay-Z, on n'a pas les trucs. Les Jay-Z est milliardaire grâce à Kool Herc. Ah, c'était juste des pionniers, on les applaudit, après on passe à autre chose. Non, 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 on ne passe pas à autre chose. On ne passe pas à autre chose. C'est important. Je sais pourquoi je parle comme ça, parce que moi-même, je sais que je suis pionnier souvent dans des choses. Je sais ce que c'est d'être le gars qui est le premier à mettre la brique sur quelque chose. Ma chaîne YouTube, là. Dans la sphère YouTube africaine, Sénégal, c'est unique. Les gens me disent ça. Quand les rares qui me croisent et qui me disent souvent, ils me disent, ta chaîne, là, elle n'a pas beaucoup encore d'abonnés. Mais ce que tu crées là, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu quelqu'un parler des sujets comme tu parles là. Personne n'a jamais vu ça. Ici en Afrique, je ne parle pas en Europe, hein, il y en a plein, mais ici en Afrique, on n'a jamais vu ça. De cette dimension-là, de ce délire, on n'a jamais vu une chaîne comme ça.
t'as amené un nouveau délire là que nous, on ne comprend pas encore là où ça va aller. Et je sais pourquoi, parce que je sais après que ça me dépasse moi. Il y aura un mec peut-être qui va venir là, qui écoute cette vidéo là, peut-être un afro qui va écouter cette vidéo là, qui va dire moi aussi je vais faire ma part, et qui va devenir peut-être même encore plus successful que moi. Et ça me dérangera pas, parce que j'ai dit ok, il continue le délire. Parce qu'au final, ça nous dépasse, ces conneries-là. Je dis ok, c'est cool, il est parfait, il continue le délire. Peut-être il peut m'apprendre maintenant en tant que new guy de nouveaux codes que moi je ne peux pas comprendre. Et c'est là où je vais l'écouter. Je dis non, moi tu sais, moi quand j'ai fait comme ça, je me suis inspiré de toi, mais après je suis parti là-bas. Et tout, après je vais t'écouter. Ah, donc toi tu as réussi plutôt encore à aller là-bas et autres et tout. Ah, ok, je vais te suivre là un peu sur ce que tu es en train de faire là. Parce que moi je comprenais pas. J'essayais d'ouvrir là, mais je ne savais pas où ça avait. Il dit non, quand tu as ouvert là, ça m'a permis de comprendre que là on peut aller là. Et je vais écouter le jeune là. C'est ce que je fais, donc, quand je discute avec les autres ou les autres, tout, ils me montrent de nouvelles perspectives. Je suis pas con. Je suis pas en train de dire que vous êtes les gars qui sont Genzi et autres et tous ces imbéciles. Mais les gars que je parle le plus, c'est avec les Genzi. Mais c'est des Genzi intéressants. Je ne parle pas avec beaucoup les millennials. Ça. Les millennials sont dans leur truc, ils pensent que leur R était là. Mais j'ai dit, vous êtes des tocards. Vous pensez que votre R était le truc. Il y a des gars, les boomers étaient plus intéressants que vous. Beaucoup plus. Vous pensez que vous avez même un peu fuck up le délit sur beaucoup de choses. Les millennials, je m'entends avec les boomers, je m'entends avec les Genzi. Je m'entends vraiment très peu avec les millennials. Les millennials pensent toujours que le R, là, les gars qui ont grandi en 80, que l'enfance et l'adolescence dans les années 90-2000, ils pensent que non, vous étiez des tocards. Vous étiez des tocards. Grande majorité des tocards. C'est les boomers et les Genzi que j'écoute. Maintenant, les Genzi, certains Genzi aussi sont set up en pensant que tout le passé est autre et tout. Mais je pense que c'est parce que les gens du passé, les millennials ne font pas le bon dialogue. Quand tu interprètes le bon dialogue, regardez, il y a beaucoup de gars, je vois, même dans ma page, je vois des gars de 19 ans qui disent, mais vraiment, merci à toi de nous apporter les trucs, parce que nous, on ne fait pas ce travail. Quand vous ne tentez, vous n'allez pas parler à un jeune en lui disant, ah, toi, tu es un con, tu lui tapes sur la tête ou quelque chose comme ça. Non. Tu lui dis que, gars, ce que tu vois là, ce que tu as fait là, ce que tu trucs là, il y a des gars qui faisaient ça là avant. Regarde ces gars-là. Parce que moi, j'ai cherché à savoir aussi qui sont les gars qui sont passés avant. Comment il a fait ça? Comment il a un truc? Ah, il y a eu ça. Ah, il y a eu ça. Ok. Comment lui, il faisait ça à son époque? Ok. Ok. Les plus grands personnages de l'histoire de certains domaines s'intéressent toujours au passé. Tu as jamais vu Kobe Bryant insulter Oscar Robertson, Jerry West, ou Bill Russell, ou tous ces gars-là. Ils te parlent toujours, même Dave Thompson, le gars de Jordan, qui est le truc de Jordan. Jordan, pareil. Je vous ai parlé de Michael Jordan. Je vous ai parlé de Michael Jordan et des gars qu'il étudiait. Il étudiait des gars du passé. Tout le temps. Musicien, pareil. Tu ne vas pas avoir Prince de mal parler de Johnny Mitchell. Ah, Johnny Mitchell, c'est une old school. C'est old school, là. Tu ne vas pas voir ça. Et nous, là, les nouvelles, les milléniaux, certains milléniaux de Genzi, ils sont là en train de dire, ah, c'était le passé, ah. Maintenant, quand on fait ça aux millennials, ils sont en train de dire, les jeunes, là, sont ceci, là. Parce qu'on vous fait ça maintenant. Mais vous faisiez ça aussi avec les vieux, ah, c'est les trucs de vieux pères. Non. Donc, c'est un peu ça, quoi. Mais bon. C'était un peu ma réflexion du jour. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.